Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est pas les newsas, c'est les fuitas. On va faire un petit tour sur les dernières fuites qu'on a principalement au niveau GPU. Donc on va reparler des RTX 3000 super parce qu'il y a encore d'autres infos qui circulent en ce moment. Il y a aussi les futurs RTX 4000 du coup et les futurs Radeon RX 7000. On va essayer de faire un petit peu le point sur les dernières rumeurs. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, évidemment, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il est possible qu'on retrouve chez nous d'ici 1 an ou 2, hein, ça va aller assez vite. Du coup, allons-y, c'est parti. Alors pour commencer, hein, oui, je sais, il y a beaucoup de monde qui actuellement n'ont toujours pas réussi à avoir un GPU de «nouvelle génération» entre guillemets, puisque c'est toujours très difficile de s'en procurer, les prix sont toujours très élevés, même si ça part à la baisse actuellement. On ne sait pas comment ça va évoluer d'ici la fin de l'année, on espère que ça s'améliore, après il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Pour l'instant, ça reste compliqué, mais c'est encourageant de voir que les prix baissent au global dans le monde. Mais c'est pas parce que ça reste difficile d'acheter quelque chose que les marques vont décaler la sortie des prochaines puces pour autant. Quand c'est prévu et quand c'est prêt, ben, le produit sort, que les générations précédentes se soient bien répandues ou pas. Surtout qu'avec le retour de la concurrence, les deux marques n'ont aucun intérêt de laisser l'un prendre l'ascendant sur l'autre. La course à la performance, et je dirais, est de nouveau là par rapport à ces dernières années où AMD était un petit peu à la ramasse. Du coup, je pense que les choses s'accélèrent, que ce soit au niveau des processeurs, que ce soit au niveau des GPU. Le truc où on achetait son GPU pépère et on le gardait 5-6 ans, ça va être un petit peu plus compliqué avec les générations qui vont arriver. Et c'est aussi pour ça hein, que j'ai un petit peu de mal à recommander d'acheter des GPU de la génération actuelle, hein, qui ont bientôt 1 an. C'est sorti au mois de septembre l'an dernier, hein, donc ça fait déjà quasiment 1 an que les RTX 3000 sont sortis. Les RX 6000, elles étaient sorties 2 mois après, mais on s'approche déjà du premier anniversaire de ces puces, même si elles sont très difficiles toujours à se procurer. Mais d'ici 1 an, on devrait avoir la relève qui arrive déjà. Donc actuellement, aller s'acheter une 3080 Ti ou une 3090 à 1200, 1500 balles, voire encore plus cher, ça me paraît pas le bon plan. Alors oui, je sais, hein, en informatique, il y a toujours un moment où il faut acheter quelque chose, effectivement. Mais est-ce que c'est le moment d'acheter les GPU les plus chers en se disant je vais les garder longtemps? Déjà moi de base, le future proofing, j'y crois pas trop. Mais en plus, quand il y a de la concurrence qui s'annonce féroce, ça l'est encore moins. Parce qu'il faut se rappeler aussi, hein, actuellement on est en période de transition, les nouvelles technologies des nouvelles consoles ne sont pas encore vraiment bien exploitées, et je dirais que les jeux actuels, comme bien souvent à la sortie d'une nouvelle génération de consoles, n'en tirent pas vraiment beaucoup parti, et c'est à partir de l'an prochain, avec les nouveaux moteurs, qu'on verra vraiment une grosse différence, et des jeux beaucoup plus exigeants également. Donc c'est surtout pour ça hein, que la génération actuelle, pour moi, est appelée à ne pas bien vieillir, même si on met de côté en plus les histoires de RAM sur la carte, comme sur la gamme d'NVIDIA actuellement, ou les performances en ray tracing qui sont moins bonnes chez AMD, mais qui sont pas non plus incroyables chez NVIDIA. Hein. Souvent, les gens disent les perfs en ray tracing chez NVIDIA sont beaucoup mieux que chez AMD. Alors oui, il y a 30-40%, c'est une différence, mais c'est pas suffisant pour avoir quelque chose de vraiment impressionnant, surtout sur la longueur. Et les générations suivantes vont augmenter très fortement les performances en ray tracing pour les deux marques. Donc, que ce soit AMD ou Nvidia, les générations actuelles vont prendre un sacré coup de vieux avec la génération qui va arriver, et celle d'après encore plus, évidemment. Mais bref, pour commencer, on a des rumeurs en plus au sujet des RTX 3000 Super. Alors j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, hein, c'était de ce qu'on en savait pour le moment prévu pour les PC portables. Eh bien apparemment pas que, hein, puisque si on regarde ici, notre très cher Copy 7 Kimi, qui est le plus gros leaker
d'informations sur les puces d'NVIDIA eh bien, indique derrière, enfin juste après la news de chez Videocard sur le fait qu'il y aurait des RTX 3000 Super pour les laptops, eh bien il dit que ce ne sera pas uniquement pour les laptops. Donc il faut s'attendre à avoir un refresh débarqué en début d'année prochaine pour les RTX chez Nvidia, donc les RTX Super, pour laptop et pour PC de bureau. Du coup, à quoi peut-on s'attendre avec ces RTX Super? Parce que du coup, on pourrait se dire, il n'y a pas beaucoup de place pour faire quelque chose de plus que ce qu'on a déjà actuellement avec les TI, c'est vrai. Mais l'arme d'NVIDIA, je dirais, pour ces RTX Super, ce sera la quantité de RAM. Puisque on aura très certainement une 3070 Super avec 16 Go de RAM, on aura très probablement une 3080 Super avec potentiellement 16 Go de RAM aussi, avec le GA103. Pour rappel, la RTX 3080 actuelle est basée sur le GA102, qui équipe également la 3080 Ti et la 3090, et la 3070 et la 3070 Ti et la 3060 Ti sont basés sur le GA104, qui est une puce plus petite. Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, ça faisait un long moment on avait entendu parler d'un GA103 qui devait s'intercaler entre les deux. Et c'était probablement la puce qui était prévue à la base à mettre en face de la gamme d'AMD en cas de besoin. Alors après, entre le GA104 de la 3070 et de la 3070 Super et la 3080, on a 20-30% de différence. Entre deux, on pourrait voir débarquer du coup cette 3080 Super avec des performances relativement proches de la 3080 de base, mais ça permettrait à Nvidia de faire une carte avec 16 Go de RAM au lieu de 10, avec des performances quasiment équivalentes à la 3080 de base, qui est une puce pas trop mal castrée, quand même, par rapport à la 3080 Ti et la 3090. Ça permet deux choses pour Nvidia, du coup, s'ils sortent vraiment cette nouvelle 3080 Super de cette façon-là, c'est d'avoir des performances équivalentes, voire légèrement supérieures à la 3080, tout en augmentant la RAM, avec une puce plus petite, moins chère à produire, qui chauffe moins, et ça permet du coup de garder la 3080 Ti et la 3090 avec la grosse puce, qui apparemment, il n'y a pas trop de problèmes de production à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de 3080 normales aussi, puisque les rendements sont bons sur le GA102. Pour Nvidia, c'est beaucoup plus intéressant de faire de la 3080 Ti et de la 3090 que la 3080. Et sur le bas de gamme, ça permet de faire une 3070 Super légèrement supérieure à la 3070 Ti, avec là aussi 16 Go de RAM en GDDR6 et non pas en GDR6X. Et ça permettrait d'avoir une gamme avec plus de RAM, qui consomme moins, qui chauffe moins, qui coûte moins cher à produire pour Nvidia. Tout simplement, pour eux, c'est tout bénef. Évidemment, c'est encore une histoire de gros sous, puisqu'au niveau des performances, on devrait rester dans les mêmes eaux. Alors après, ce sont des suppositions, on pourrait avoir quelque chose de totalement différent au niveau de la gamme, mais c'est ce qui me paraît le plus logique actuellement au niveau de ce GA103. Donc, on verra bien au fur et à mesure si on a plus d'infos là-dessus. Enfin bref, c'est prévu pour début 2022. Donc ce sera un refresh qui arrive en bout de course, puisque normalement la génération suivante est censée arriver en fin d'année 2022. Est-ce que ce sera intéressant d'acheter ces cartes-là? J'aurais tendance à dire pas spécialement. Ça dépend du tarif. On verra d'ici là si la situation s'est améliorée. Si le prix est très très compétitif, pourquoi pas. Mais on attendra de voir. En tout cas, c'est intéressant de voir une nouvelle puce débarquer plutôt qu'un recyclage, un énième recyclage des mêmes puces comme on a eu jusqu'ici, qui ont été étirées au maximum. Et c'est vraiment cette nouvelle puce qui permet de faire une gamme super en plus. Donc ça, c'était un petit peu la génération actuelle et ses dérivés. Et du coup, on va aborder maintenant les générations futures avec d'un côté AMD et son RDNA 3, Navi 31 et ses dérivés, et chez Nvidia, les RTX 4000, très probablement, dont le nom de code est encore mystérieux. On ne sait pas trop ce que ça va être, on en a déjà vu deux passer, apparemment ce ne sera ni l'un ni l'autre, hors surprise, donc on va attendre de voir ce que ça va donner. Par contre, on entend de plus en plus parler de
de performance target, des performances à attendre de cette prochaine architecture gaming de la part d'NVIDIA. Donc chez AMD, avec son RDNA 3, ce qu'on entend dire depuis quelques temps déjà, c'est qu'au niveau des performances, on s'attend à environ 80% de performance en plus par rapport à la génération actuelle, et ça, je dirais que c'est l'estimation basse. On entend parler de 100%, on entend aussi d'autres rumeurs beaucoup plus optimistes. Bon alors je dirais on va prendre la fourchette basse, si c'est 80%, c'est déjà monstrueux. C'est un plus gros saut de performance d'une génération à l'autre. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Et chez Nvidia, apparemment ce serait un petit peu la même chose. Aux dernières rumeurs, on entend parler d'un doublement des performances aussi. Et là vous vous dites, mais comment c'est possible d'avoir une augmentation de performance aussi énorme d'une génération à l'autre, puisqu'effectivement, jusqu'ici, ces 10 dernières années, on va dire, on était plus avec des augmentations de performance de 20-30% d'une génération à l'autre, à gamme équivalente. Alors il y a plusieurs explications. Chez AMD, on sait ça par contre, que la prochaine architecture devrait être en multi-chip. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une architecture avec une grosse puce monolithique, on aurait une architecture composée de plusieurs petites puces. Pour l'instant, ce serait 2. C'est un petit peu la même chose que ce que fait AMD au niveau des processeurs. Ce ne sont pas des architectures avec une grosse puce, par exemple avec 16 cœurs, une autre avec 12, une autre avec 8 et une autre avec 6. Ce sont toutes les mêmes puces. Des puces 8 cœurs qui sont collées et qui sont castrées pour faire les 6 cœurs, par exemple. Ça, c'est l'architecture Zen. Et donc du coup pour AMD, c'est super pratique, le multi-chip ça permet par exemple de faire une gamme complète à partir d'une seule puce. Puisque du coup, on peut avoir une puce toute seule complète, et déclinée avec une puce plus ou moins castrée, je dirais, comme d'habitude. Mais on peut aussi avoir 2 puces ensemble avec plus ou moins d'unités de calcul d'activer ou pas. On peut avoir 2 puces à 100%, 2 puces à 70%. Bref, il y a plein de combinaisons possibles et imaginables pour cette future architecture du coup, et ça, c'est plutôt pratique. L'autre gros avantage du multi-chip, c'est au niveau des rendements. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de risques, puisque des grosses puces monolithiques telles qu'on les connaît sur les GPU, s'il y a des défauts sur une galette de silicium, il y a toujours des pertes. Je dirais que perdre un gros GPU, c'est embêtant. Perdre un GPU plus petit, c'est moins dramatique. Donc c'est un petit peu là aussi l'avantage du multi-chip pour AMD, c'est que c'est plus économique, c'est plus simple. Quand c'est bien fait, ça permet d'avoir des performances équivalentes voire supérieures à une puce monolithique, tout en limitant les coûts. C'est tout bénef. Donc bref, pour AMD, on a déjà le multi-chip qui entre en action sur la prochaine génération, mais en plus de ça, passe d'une finesse de gravure 7 nanomètres TSMC à la finesse de gravure 5 nanomètres TSMC également. Et quand on passe à une finesse de gravure plus fine, ça permet d'avoir différents compromis possibles pour un résultat, pour le résultat que l'on cherche à avoir. Quand on passe à une finesse de gravure plus fine, généralement on peut soit diminuer la consommation à performance égale, on peut faire une puce avec plus de transistors à taille égale, on peut aussi généralement augmenter la fréquence quand tout se passe bien. Bon alors après, sur les architectures haut de gamme comme ici, ils vont plutôt essayer de pousser tous les curseurs au maximum, peu importe la consommation. Et du coup pour Nvidia on a quelque chose d'assez différent, puisqu'Nvidia sur cette génération devrait rester en puce monolithique. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre pour faire une belle évolution. Déjà, ils vont aussi passer à une finesse de gravure plus fine, puisqu'ils vont passer du 8 nanomètres de chez Samsung à, normalement, le 5 nanomètres de chez Samsung également. Bon alors après, il faut aussi garder à l'esprit que généralement, les process de fabrication de chez Samsung sont moins performants que ceux de chez TSMC, et que le 5 nanomètres de chez Samsung, de ce qui s'en dit sur la toile, c'est à peu près équivalent au 7 nanomètres de chez TSMC. Donc AMD devrait conserver un avantage au niveau finesse de gravure, très probablement au niveau consommation, efficacité énergétique par rapport à la concurrence. Alors après, la finesse de gravure, ça ne fait pas tout, on le voit déjà sur la génération actuelle. AMD a une finesse de gravure plus performante, pourtant Nvidia arrive à sortir une architecture avec des performances équivalentes,
Je dirais que les deux architectures, au global, sont très proches au niveau rasterisation. L'histoire du ray tracing, je dirais que c'est un peu différent. Donc ça, c'est un petit peu les rumeurs qu'on avait depuis quelques temps. De ce qu'on entendait dire pour cette future architecture d'NVIDIA, c'est qu'on aurait une augmentation de 77% des unités de calcul sur cette prochaine génération. 77% d'unités de calcul en plus, ça paraît énorme, mais il faut savoir que sur l'architecture Ampère actuelle, on avait eu un doublement par rapport à Turing. Doublement des unités de calcul, on n'avait pas eu un doublement des performances, loin de là. On était plus aux alentours de 40% dans le meilleur des cas. Donc ici, encore augmenté de 70% les unités de calcul, on s'attendait plus à une augmentation des performances de 30%, là où chez AMD, on attendait quasiment 1 x 2. Ce qui voulait dire jusqu'ici qu'NVIDIA était possiblement dans la mouise pour la prochaine génération. Mais du coup, aux dernières rumeurs, cette future architecture d'NVIDIA aurait elle aussi 2 fois les performances de la 3090 actuelle. Comment c'est possible ? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, sur la génération actuelle, on a eu un doublement des unités de calcul, mais celles-ci ne sont pas exploitées au mieux, je dirais. Il y a clairement des optimisations possibles, puisque grosso modo, on a une partie de ces nouvelles unités qui ne sont pas bien exploitées dans l'architecture, tout simplement. Certains auraient tendance à dire qu'NVIDIA le fait exprès pour se laisser de la marge, ce qui leur permet de faire des augmentations, des optimisations d'architecture par la suite pour continuer à augmenter les performances petit à petit, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. C'est plus simple généralement de faire des petites augmentations de 30-40% de perf en plus d'une génération à l'autre que de taper et de tout donner et d'avoir 100% de perf en plus et de galérer derrière à enchaîner. C'est un peu ce que fait TSMC aussi au niveau de sa finesse de gravure. Ils font des petits sauts, ce qui rend la chose plus simple et plus progressive que par exemple Intel qui cherche à faire des gros sauts à chaque fois et qui a montré dernièrement que c'était assez compliqué. Donc Nvidia a de la marge au niveau optimisation de son architecture actuelle, tout en rajoutant encore beaucoup plus d'unités de calcul. Et à côté de ça, on a aussi le levier fréquence qui devrait être meilleur que sur l'architecture actuelle, puisqu'avec le nouveau node de chez Samsung, on espère qu'ils arriveront à avoir des fréquences plus hautes. Mais on a aussi le levier consommation, du coup, puisque pour Nvidia, on a vu que passer les 350 watts, quasiment 400 watts avec la 3090, c'était pas spécialement un problème. Souvenez-vous, on a le connecteur, le fameux connecteur 12 pins qu'NVIDIA a essayé de démocratiser sur cette génération. Ce connecteur 12 pins, ça permet de tirer, je sais plus, c'est 550 ou 650 watts, c'est dans ces eaux-là, ce qui est tout simplement monstrueux. Pour arriver au même résultat avec les connecteurs normaux, il faut 3 ou 4 fois 8 pins pour arriver à 650 watts avec nos 8 pins classiques. Tandis que là, le connecteur 12 pins, ça permet vraiment de consommer énormément. Et je pense que si Nvidia se laisse autant de marge avec ce nouveau connecteur, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors je sais qu'il n'a pas été très utilisé. Pourquoi ? C'est parce que déjà, il coûte cher. Donc l'adaptateur qu'ils fournissent avec pour pouvoir l'utiliser, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les partenaires n'ont pas suivi. Ce connecteur apporte un coût supplémentaire que les partenaires ne sont pas prêts à prendre. Mais c'est pas pour autant qu'NVIDIA ne va pas le réutiliser sur les générations suivantes. Donc revenons à AMD, le multi-chip, de ce qu'on entend dire à droite à gauche, c'est que ce multi-chip design serait plutôt bien pensé, puisqu'il serait simple à implémenter entre guillemets. On aurait du coup 2 puces avec une puce maître et une puce esclave, on va dire, ce qui permet au driver de ne détecter qu'une seule puce au lieu de 2, comme on pouvait l'avoir par le passé avec le Crossfire ou le SLI. Puisque le multi-GPU classique, avec plusieurs cartes, ce qui était problématique, c'était déjà la communication d'une puce à l'autre, la façon dont la mémoire était gérée. On avait aussi un frame time moins bon, ça ajoutait de la latence. Et au niveau du rendu à l'utilisation,
Je dirais qu'on avait beaucoup de FPS, mais le rendu, enfin la sensation de fluidité n'était pas là. Pour avoir eu du Crossfire et du SLI par le passé, j'ai essayé à l'époque, personnellement, une fois que j'ai lâché le truc, j'ai dit plus jamais ça. En plus de ça, maintenant, les moteurs de jeu n'utilisent plus du tout bien, enfin c'est beaucoup plus compliqué de faire du multi-GPU, il faut beaucoup d'optimisation au niveau des drivers, mais du coup, cette future implantation du multi-chip sur un même die devrait rendre la chose beaucoup plus simple au niveau driver, au niveau détection par l'OS, enfin par Windows et compagnie. Ça devrait être relativement transparent. Sans compter qu'AMD devrait là aussi encore une fois nous rajouter une grosse couche de cache, comme ils l'ont fait sur la génération actuelle, pour réduire la latence et améliorer la communication entre les deux puces si besoin est. On va pas trop rentrer dans les détails parce que de toute façon on n'a pas tant que ça et on sait pas ce qui sera retenu. Du coup, ce qu'il faut retenir si on veut aller au plus simple, c'est qu'une puce de RDNA 3 de base devrait être plus performante qu'une puce de RDNA 2 actuelle, même si elles ont le même nombre d'unités de calcul, il y aura des optimisations. Au niveau de la fréquence, il y aura peut-être une montée en fréquence également. On en colle deux, ce qui induit très probablement une perte d'efficacité, mais qui est comblée du coup par les optimisations qui sont faites. Ce qui nous ramène probablement à un niveau de performance de 80%, voire 2 fois les performances par rapport à la 6900 XT actuelle. Et je dirais que c'est là aussi que se posera la question de la consommation sur cette future architecture d'AMD. Puisque une puce aussi optimisée soit-elle sur une nouvelle finesse de gravure avec autant d'unités de calcul que la précédente, une 6900 XT c'est 250 watts, pas loin de 300 aussi régulièrement. En mettre deux, même si elles sont plus efficaces, ça va consommer beaucoup. Je pense qu'il faut s'attendre à ça de la part des deux marques. C'est une explosion de la consommation. On a vu sur la génération actuelle que passer au-dessus des 350 watts avait pas l'air de déranger grand monde. Pourquoi se priver du coup? Personnellement, c'est une tendance qui ne me plaît pas trop, mais c'est aussi une des façons d'arriver à avoir un gap de performance aussi conséquent. Au niveau du ray tracing, il faut s'attendre à de fortes augmentations des performances de celui-ci pour les deux marques. Forte augmentation chez AMD, forte augmentation chez Nvidia également. Qui aura la palme du ray tracing sur la prochaine gen? Ça reste à voir. Je dirais que de toute façon, actuellement, les deux marques, c'est un peu la galère. Je veux dire, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia, sans le DLSS, le ray tracing, c'est quand même pas l'extase. Chez AMD, c'est pas terrible non plus, il n'y a pas de DLSS. Le FSR, ça permettra probablement d'améliorer ça, enfin de rendre ça plus jouable. Le ray tracing, pour moi, actuellement, c'est encore hyper compliqué et ça devrait très très mal vieillir sur les générations actuelles. Au niveau de l'interface mémoire, on entend parler de plusieurs trucs. Chez AMD, comme je le disais juste avant, on devrait toujours avoir un gros Infinity Cache. On parle de 256 mégas, ce qui est le double de ce qu'on a actuellement, ce qui est quand même énorme. On devrait toujours rester sur un bus 256 bits en GDDR6 normal. Mais le fait d'avoir énormément de cache permettra très probablement d'avoir une bande passante suffisante. Chez Nvidia, est-ce que ce sera de la GDDR6X? C'est possible. Est-ce qu'ils passeront plutôt à la HBM? C'est possible également, on ne sait pas. J'aurais tendance à dire que s'ils veulent utiliser autre chose que de la GDDR6 normale, il serait peut-être plus malin de passer à la HBM, qui est beaucoup plus efficace et qui est moins débile au niveau des puces en elles-mêmes. Puisque comme on l'a déjà vu, la GDDR6X, ça chauffe énormément, ça consomme énormément, pour un gain de performance par rapport à la GDDR6 normale, qui est quand même pas génial. Réutiliser la GDDR6X, à part s'il y a eu des améliorations au niveau de la fabrication de celle-ci et de ses performances, ça me paraît pas le meilleur plan. La HBM, c'est un peu plus compliqué à implémenter également sur une puce grand public. Donc on verra bien ce qu'NVIDIA décide de faire. Ça, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Après, il n'est pas impossible qu'NVIDIA nous balance un gros cache façon AMD également. C'est quelque chose qu'ils sont capables de faire normalement. Donc c'est une autre piste possible. On verra bien. Au global, on s'attend quand même
avoir une génération avec un gain de perf absolument hallucinant. Les cartes actuelles vont très mal vieillir, ça j'en suis persuadé. C'est pas pour autant que ce sont de mauvaises cartes, mais rappelez-vous des cartes qui sont sorties en même temps que la PS4 et la Xbox One. Souvenez-vous, à l'époque chez Nvidia, c'était les GTX 780, la génération Kepler, qui a d'ailleurs certaines similitudes avec la RTX 3000 actuelle, principalement au niveau de la RAM. Par exemple, la 780 Ti, c'était 3 Go de RAM, là où chez AMD, la R9 290, c'était 4 Go. Se trouve un peu que la même configuration. Laquelle de ces deux architectures a le mieux vieilli entre les R9 290 et les 780 Ti? Les R9 290, ouais. Alors, il va peut-être pas se passer la même chose, mais souvenez-vous, les GTX 900 après étaient quand même largement meilleurs, et les GTX 1000, alors là, c'était la folie. Donc, à mon avis, on va avoir un petit peu la même chose avec RDNA 3 et les RTX 4000 la fois prochaine qui seront bien meilleurs, et la génération encore après devrait être vraiment très très bonne et suffisante pour tenir jusqu'à la fin du cycle de ces nouvelles consoles. Un petit peu le même scénario qu'on retrouve à chaque fois maintenant. Donc bon, ça c'était le côté joyeux, je dirais, le côté performance, le côté architecture, ce qui est vraiment intéressant. On devrait avoir une guerre au niveau des perfs, au niveau de la couronne, qui va garder la couronne, qui va peut-être la prendre. Ça, on sait pas encore. Par contre, il y a quand même des choses qui s'annoncent assez moches de la part des deux constructeurs. Déjà, la conso. Personnellement, je suis pas fan d'avoir une explosion de la consommation des cartes graphiques en général, et aussi une explosion des coûts. Puisque je me fais pas trop d'illusions sur le fait que si AMD arrive en premier avec son multi-chip, ils vont le tarifer très cher, et je pense pas qu'NVIDIA débarque derrière et casse les prix. Ça leur ressemble pas, et s'ils ont des performances équivalentes, ils seraient même capables de les vendre plus cher. Et c'est là, comme je le dis souvent, que l'on a tout intérêt à voir un troisième acteur débarquer. L'acteur en question, pour l'instant, c'est Intel. On espère qu'ils arrivent du coup début 2022, en même temps que les RTX 3000 Super, hasard du calendrier, probablement. Je pense que cette future série 3000 chez Nvidia, enfin 3000 Super, c'est un peu pour couper l'herbe sous le pied de Intel. Donc bon, au niveau tarif, je pense qu'on va douiller, puisqu'avec ce qu'on a connu l'an dernier, on a montré que ça ne dérangeait pas forcément les utilisateurs de payer très très cher pour un GPU performant. Et ça, c'est pas une bonne chose. Déjà, ça veut dire que le gaming sur PC, c'est en train de devenir un loisir de riches. Personnellement, je trouve que c'est de plus en plus difficile de justifier un tel écart de prix avec une PS5 ou une Xbox Series X, qui pour 500 balles propose un système complet, performant, pas très cher. Un GPU tout seul, c'est aussi 500 balles, et ça vieillira beaucoup moins bien que la PS5 ou la Xbox, ça j'en suis certain. Donc bon, c'est un peu moche, et c'est aussi un peu moche de voir que le milieu et le bas de gamme sont en train de disparaître petit à petit. On a quelques lueurs d'espoir, principalement par la venue d'Intel, qui, on l'espère, doit être agressif au niveau tarif. Il y en a beaucoup qui se disent c'est Intel, ils le feront jamais. Je l'ai déjà dit par le passé, mais quand on débarque sur un nouveau marché, on est complètement absent et où on a deux gros concurrents bien présents, Intel ne peut pas se permettre de vendre ses nouveaux produits très chers pour s'imposer sur le marché, sinon ça se vendra pas. Pourquoi est-ce qu'on irait acheter une carte d'Intel alors qu'on a les cartes d'NVIDIA à peu près au même tarif? C'est un peu ce qu'on retrouve actuellement avec AMD qui, pour moi, vend ses cartes trop chères par rapport à la concurrence. Les cartes sont légèrement moins complètes, je dirais, au niveau de l'écosystème, au niveau des performances en ray tracing, qui malgré tout a son importance au niveau du regard des joueurs vis-à-vis de cette feature. Et je trouve que AMD aurait eu plus à gagner à casser les prix pour gagner en part de marché, plutôt que d'essayer de s'intercaler juste en dessous des prix des cartes d'NVIDIA. Donc bon, j'espère qu'Intel ne fera pas la même erreur, et j'espère que du coup, on aura enfin
des alternatives intéressantes dans le milieu et le bas de gamme qui pêche énormément, hein. Ça fait quasiment depuis le début de la pénurie qu'on n'a absolument rien du tout dans le milieu bas de gamme. Les vieilles cartes ne sont plus produites et le peu de nouvelles productions qui avaient été mises en place sur les 2060 s'étaient vendues à un prix débile. Les nouvelles architectures, les nouvelles cartes bas de gamme ne sont toujours pas sorties, à part la 3060 qui n'était pas spécialement un bon deal, qui était cher, même à son prix normal, qui était de 330 balles, hein, souvenez-vous. On l'a vu le jour de la sortie à ce prix-là, et depuis, ça a toujours été plus de 500 balles quasiment. 500 balles, hein, c'est le prix d'une console. Bref. Enfin bon, on verra bien, hein, on a encore le temps. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, et je vous rappelle encore une fois que tout ceci, ce sont des rumeurs et des choses que l'on voit passer à droite à gauche sur le net. Je mettrai tout dans la description au niveau des liens que j'ai utilisés pour sortir ces infos, hein, je les sors pas de mon chapeau. J'ai pas de chapeau d'ailleurs. Euh, mais bon, moi j'aime bien essayer d'imaginer un petit peu les futurs possibles. Ici, il y a des infos que j'ai vu passer, il y a d'autres, c'est mes propres extrapolations. À vous de voir si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez en parler dans les commentaires. Mais j'aime bien anticiper un petit peu, voir un petit peu les différents scénarios possibles avec ce qui va arriver plus tard. Pour moi, ça reste intéressant, puisque bon, les générations actuelles, on sait ce que c'est, il n'y a plus grand chose à dire là-dessus, et c'est sympa de voir ce qui risque d'arriver par la suite, surtout que la concurrence est revenue et qu'il y a vraiment bataille. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'on n'a pas vraiment connu ça depuis une paire d'années. Donc bon, on a une grosse bataille au niveau des processeurs entre Intel et AMD, et on aura aussi du coup une grosse bataille au niveau des GPU. Bataille des performances. Personnellement, je préférais une bataille des prix. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous a intéressé, vous aura plu. Comme je le disais juste avant, n'hésitez pas à me poster dans les commentaires si vous avez vos propres estimations sur les futures architectures des deux marques. N'hésitez pas également à faire coucou sur le Discord, n'hésitez pas à passer sur le stream, n'hésitez pas également à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube. Ça aide la chaîne, hein, concrètement. Donc ça fait toujours plaisir si vous le faites. Je vous en remercie. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!